Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accorder votre attention. Donc, je vais vous présenter un exposé qui s'intitule Des chiens hors la loi. Alors, il s'agit de vous proposer un aperçu historique, juridique et ethnographique sur la consommation de viande de chien en Corée du Sud. Alors, en partie, cet exposé se base sur un chapitre que j'ai écrit pour un volume édité par Florence Burga et Émilie Dardenne sur la condition animale. Et au sein de ce chapitre, je confronte les discours officiels tenus sur les traitements des chiens dans les législations sud-coréennes en matière de bien-être animal, aux pratiques observées dans le plus grand wet market de Corée du Sud. Alors ici, de précision, donc par wet market, j'entends un marché où les animaux peuvent être vendus encore en vie, puis tués sur place ou emmenés vivants par les acheteurs. Et par Corée du Sud, donc bien évidemment, je m'en réfère à la République de Corée, dorénavant Corée pour plus de simplicité. Alors il s'agit d'une petite partie de mon livre dédié à ce sujet qui va paraître à la fin de l'année, dans lequel je montre pourquoi les discours selon lesquels certains types de chiens sont destinés donc à être mangés et d'autres à être perçus comme animaux de compagnie, qui sont des discours souvent servis aux étrangers afin d'éviter toute confrontation culturelle, sont souvent beaucoup trop rigides pour représenter adéquatement ce qui se passe en pratique dans la société coréenne contemporaine. Alors effectivement, en pratique, de nombreux chiens initialement gardés comme animaux de compagnie ou comme chiens de garde sont ensuite envoyés à l'abattage et recyclés comme nourriture. Alors, dans certains cas, ils sont même consommés par leurs propres gardiens, mais il ne s'agit là que d'une possible trajectoire parmi bien d'autres biographies culturelles, souvent très complexes. Alors ici, je m'en réfère donc avec la périphrase biographie culturelle aux travaux canoniques en anthropologie anglophone d'Igor Kopitov et Arjuna Padurai, où ceux-ci donc voient les commodités comme un moyen donc, de connaître plus de choses par rapport à des sociétés et des cultures, en observant le trajet donc d'être animé ou inanimé sur un continuum entre processus de transformation en marchandises, donc de commodification, et à l'autre pôle, donc un processus de singularisation. Donc effectivement, les chiens vont parfois du statut de compagnon à celui de bétail, et de celui de bétail à celui de compagnon, voire celui de membre de la famille au cours de leur vie individuelle, et ces trajectoires sont absolument jamais linéaires. Les chiens coréens errent dans les deux sens de son continuum culturel, et ce sont donc en ça que je m'en réfère à eux en tant qu'animaux itinérants, puisqu'ils naviguent tout au long de leur vie individuelle au sein d'un système d'échange dont ils ne sortent jamais véritablement. Alors, il convient de souligner qu'ici, donc, je vais parler, puisqu'on s'intéresse à la condition animale, je vais parler donc d'un cas ethnographique assez particulier. Hein. Il s'agit bien évidemment d'un cas parmi beaucoup d'autres, donc parmi beaucoup d'autres formes d'interaction entre humains et non-humains en Corée. Je voudrais juste effectivement souligner qu'il ne s'agit pas de quelque chose de représentatif. Hein. Comme je l'ai indiqué brièvement, les Coréens ont aussi beaucoup d'affection pour beaucoup d'espèces, pour les animaux en général, et des processus de singularisation sont également nombreux. Alors, donc voilà le sujet de mon livre, mais pour l'heure, je vais tenter d'expliquer en quoi l'itinérance des chiens, dont la consommation est non régularisée, est porteuse d'une symbolique forte, et en quoi cette itinérance constitue un privilège, un triste privilège, en comparaison à la condition des animaux dont la consommation est strictement réglementée, en Corée comme ailleurs, et dont la mise à mort et la marchandisation sont largement normalisées. Alors, premièrement, remettre l'avènement de la consommation de viande de chien comme symbole national dans son contexte historique serait bien évidemment beaucoup trop long, donc je vais essayer ici de faire l'emphase sur 2-3 points. Donc, je pense qu'il faut souligner, pour commencer, deux choses pour bien comprendre l'itinérance des chiens en Corée. Donc, d'une part, à en croire les études historiques et archéologiques à ce sujet, les Coréens partagent effectivement une longue histoire de camaraderie avec les chiens. Et effectivement, mon approche ethnographique montre que leur rapport ambivalent avec cette espèce, c'est-à-dire donc oscillant entre intimité ou amitié et fonctionnalité, donc comme source de nourriture, est quelque chose qui se perpétue dans la société coréenne contemporaine. Alors bien évidemment ici, donc j'utilise le terme d'ambivalence. Il s'agit de ma perspective euro-américaine, mais c'est une ambivalence qui ne correspond à pas grand-chose en fait finalement lorsqu'on interroge les personnes coréennes, donc les personnes concernées, donc les Coréens. Alors effectivement, et c'est donc la deuxième chose que je voulais souligner, c'est que d'autre part, il faut savoir que ce n'est qu'à la suite d'épisodes successifs d'impérialisme culturel dans le courant du XXe siècle, donc par les Japonais d'abord et par les Américains ensuite, que l'image du bon chien de compagnie est venue remettre en question en Corée des rapports chien-humain ambigus selon nos critères euro-américains, mais néanmoins non problématiques.
Donc, dans les années 20-30, les chiens, donc surtout des bergers allemands, mais pas exclusivement, ont été utilisés comme armes de guerre en Corée par les forces armées japonaises afin de maintenir l'ordre par la menace et la terreur. Et dans le même temps, les forces impériales japonaises en Corée avaient également promu et importé l'image du chien de guerre japonais, répondant aux ordres de son maître comme une illustration de la réussite civilisationnelle du Japon, bien évidemment par rapport à la Corée, une image de progrès elle-même héritée de l'Angleterre victorienne et de sa tradition donc, du dog breeding et du dog keeping comme emblème de la modernité. Alors, à ce sujet, bien évidemment, je vous en réfère aux travaux canoniques de Harriet Ridvo sur ce sujet. Alors ensuite, dans les années 50, après la guerre de Corée, les Américains ont exporté beaucoup d'aspects de leur culture en Corée, les érigeant comme des conditions nécessaires à la modernisation de la société coréenne. Et dans ce contexte, l'idée que les chiens devaient être perçus comme des animaux de compagnie et pas comme source de nourriture a été fortement promue. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, certains Coréens ont encore beaucoup de mal à être d'accord avec cette perspective euro-américaine ou euro-nippono-américaine, selon laquelle les chiens devraient être perçus comme animaux de compagnie. Et donc la question de leur statut et également de leur statut légal divise aujourd'hui plus que jamais la société coréenne. Donc non pas uniquement parce qu'il s'agit d'un symbole culturel, mais aussi parce qu'il s'agit d'un symbole de résistance donc face aux impérialismes passés et actuels. Alors, on pourrait mobiliser ici beaucoup de choses. Donc, depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, on pourrait notamment parler de moments où la Corée a organisé des événements sportifs internationaux, donc notamment effectivement les JO de 88, et puis ensuite la Coupe du Monde de FIFA en 2002, co-organisée avec le Japon, et puis ensuite en 2018, donc les Jeux olympiques d'hiver organisés à Pyeongchang. Je pense que il serait intéressant d'en parler en détail, mais comme le temps nous est compté, je pense qu'il faut vraiment souligner ce qui s'est passé dans la période qui a précédé les Jeux Olympiques de 88 organisés à Séoul. À ce moment-là, le gouvernement coréen a interdit la viande de chien dans les wet markets de la capitale et a demandé aux restaurateurs spécialisés dans la préparation de mets canins de retirer les carcasses de chiens de leurs étalages afin d'éviter d'offenser les sensibilités étrangères. Alors, à l'époque, ce voile jeté sur la pratique a été largement critiqué par une partie de la société civile coréenne qui a vu une nouvelle vague d'impérialisme culturel. Donc, en effet, cet épisode a rappelé à beaucoup la domination japonaise entre 1910 et 1945, durant laquelle de nombreuses traditions culturelles coréennes ont été effacées et désignées comme barbares et comme rétrogrades. Alors, cette vague de protestation a ainsi ravivé des sentiments de fierté nationale et de protectionnisme envers la consommation de viande de chien, et a également libéré des discours prônant une forme de relativisme culturel. Et il faut aussi noter qu'il y a eu une recrudescence assez temporaire, quelques années maximum, de la consommation de la viande de chien à la suite des Jeux Olympiques de 88 organisés à Séoul. Voilà, alors parallèlement à ça, à ce regain de protectionnisme, il faut aussi souligner qu'un mouvement civil en Corée milite pour la fin de ce commerce ou pour sa régularisation. Et ce mouvement correspond à un renouvellement générationnel. Donc, des enquêtes gouvernementales qui ont été menées dans les années 2000 ont révélé un rejet croissant de la consommation de viande de chien parmi les jeunes générations. Et ça s'est traduit par une décroissance constante de l'industrie suite au regain d'intérêt dont je viens de parler, qui a suivi les Jeux Olympiques de 88. Donc cette décroissance semble s'être accélérée depuis le début des années 2000. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres, alors qu'en 2002, le nombre de chiens abattus pour la consommation en Corée était de 3 millions par an. Au début des années 2010, le nombre de chiens abattus par an n'était plus estimé qu'à à peine entre 1 et 2 millions de chiens. Et en 2020, une organisation de protection des droits pour les animaux a estimé le nombre de chiens consommés chaque année à un peu moins d'1 million, donc c'est-à-dire un tiers de ce qu'il était près de 20 ans auparavant. Alors, quoi qu'il en soit, en pratique, la viande de chien reste tout de même la 4e viande la plus consommée en Corée, après le porc, le bœuf et le poulet. Alors, juste pour vous donner encore quelques chiffres pour que vous ayez une bonne image de ce qui se passe en pratique. Donc, la quantité totale de viande de chien consommée chaque année en Corée est d'environ 100 000 tonnes. Et donc, des études, encore une fois,
menée par une organisation de défense des droits pour les animaux, donc indique que la valeur annuelle de l'industrie est d'environ 2 milliards de dollars américains, et qu'en 2007, environ 6 000 restaurants enregistrés, auxquels s'ajoutaient 14 000 établissements non répertoriés, donc demandaient effectivement des plats et des produits à base de chiens. Alors ce nombre de restaurants spécialisés ou non a sans doute drastiquement diminué dans les quelques dernières années, enfin les quelques derniers mois, alors, en raison de la pandémie actuelle. Donc la Corée a commencé à déployer une campagne d'hygiénisation de la société coréenne assez drastique, et ils ont fait de leur cheval de bataille finalement les wet markets et la consommation et l'abattage de certaines espèces dans ces wet markets comme emblème en fait d'une continuité de cette modernisation de l'alimentation. Donc en gros, il s'agit aussi évidemment de montrer une image qui contraste avec les wet markets chinois. Enfin, on peut en reparler, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les chiens, on va le voir. Donc voilà pour vous donner un aperçu pratique et historique. Alors, d'un point de vue juridique, c'est très complexe, et je ne suis pas un juriste, mais je vais essayer de vous donner un résumé de ce qui se passe en pratique. Donc, en 91, il a été établi donc, légalement que les animaux devaient être protégés par la loi sur la protection des animaux. Et cette loi visait à assurer une protection et une gestion adéquate des animaux en empêchant leur maltraitance et en sommant donc, les citoyens coréens de les traiter avec soin et avec respect. Alors, le problème de cette loi initiale, il faut souligner, qui est donc d'influence welfariste occidentale, et que certaines parties de la loi, telles que celles qui se réfèrent au comportement naturel des animaux ou à la nécessité de leur garantir une vie normale, ont été formulées de manière à laisser place à l'interprétation. Alors, certaines associations de protection des droits pour les animaux ont même suggéré que cette loi de 91 avait été établie de manière délibérément évasive, afin à la fois de renforcer l'image de la Corée comme société moderne sur la scène internationale, donc en utilisant ces principes d'influence welfariste occidentale, et dans le même temps préserver le statu quo en ce qui concerne les pratiques abusives liées à la consommation de viande de chien dans l'intérêt de l'économie coréenne. Alors, en effet, il y a certaines pratiques telles que certaines formes controversées de mise à mort, donc parfois demandées par les consommateurs, dont on va parler brièvement ensuite, pourraient avoir donc de graves conséquences sur cette partie de l'économie coréenne, puisque donc, bon nombre d'entre eux viennent chercher dans leur consommation de la viande de chien une plus-value associée à ces mises à mort. Alors cette plus-value associée à ces mises à mort est basée sur la croyance que les chiens qui meurent dans la douleur véhiculent dans leur chair des vertus thérapeutiques particulièrement efficaces. Alors, grâce aux pressions exercées par ces ONG, donc le gouvernement en 2007 a ajouté quelques amendements, quelques modifications visant spécifiquement à interdire les pratiques d'abattage et de marchandisation contrôlée à la loi de 91. Alors malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour faire en sorte que les chiens ne subissent pas les maltraitances dont on va parler plus loin, et ceci pour deux raisons. Donc d'une part, la loi de 2007 ou les amendements de 2007 par rapport à la loi de 91 donnent plus de protection face aux abattages abusifs, mais pour les animaux reconnus comme faisant partie de la catégorie du bétail. Alors ces derniers, donc depuis 2007, doivent être traités sans cruauté. Alors bien sûr, évidemment, ici, en tant qu'anthropologue, j'utilise le vocabulaire qui est utilisé dans la législation coréenne. Loin de moi l'idée de suggérer qu'il y a des mises à mort cruelles et violentes et d'autres qui ne le sont pas. Je m'en réfère effectivement donc, à ce vocabulaire-là. Donc c'est les animaux qui font partie de la catégorie de bétail doivent être traités sans cruauté, c'est-à-dire étourdis, ou du moins asphyxiés, de manière à minimiser leur souffrance. Alors il restait à déterminer si les chiens étaient compris comme faisant partie ou non de cette catégorie de bétail, et cependant cette question demeure encore aujourd'hui sans réponse. Alors, la raison étant que effectivement, la séparation entre animaux de compagnie et source de nourriture est quelque chose qui s'inscrit dans un paradigme welfariste largement occidental qui ne correspond pas à la manière fluide ou culturelle dont les chiens sont perçus en Corée. Alors, en plus de ça, par défaut, ces mises à mort non supervisées sont en fait toujours facilitées par le fait que les chiens ne sont pas inclus dans la loi de 62 sur le traitement des animaux d'élevage et qui ne sont donc pas reconnus comme source de viande ou comme du bétail. Alors,
En plus de ça, il n'est explicitement mentionné nulle part dans la loi coréenne que l'élevage et l'abattage des chiens à des fins alimentaires soit interdit. Et donc l'abattage des chiens, et pour autant que j'ai pu l'observer également celui des chats, donc je n'ai pas parlé ici, mais c'est aussi une partie de mon étude, donc on pourra en parler dans les questions-réponses si ça vous intéresse. Donc l'abattage des chiens, et pour autant que j'ai pu l'observer celui des chats, est hors la loi, puisqu'il n'est ni légal ni illégal, du moment qu'il ne vient pas violer la loi sur la protection des animaux actuellement en place. Alors, d'autre part, même si cette fameuse loi de protection des animaux donne de vagues consignes de soins et de respect pour tous les animaux, la législation en place ne punit que très rarement, d'ailleurs presque jamais, c'est arrivé une fois, ceux qui n'appliquent pas ces mesures dans la pratique. Alors, en particulier, la tolérance semble de mise dans les restaurants dont les propriétaires détiennent des animaux vivants jusqu'à ce qu'ils les abattent dans les allées adjacentes sans supervision, afin de les transformer en mets culinaires ou en produits thérapeutiques. Alors, encore une fois, ce genre de pratique est en train de diminuer drastiquement donc à la lumière de ces nouvelles mesures d'hygiénisation en rapport à la pandémie actuelle. Alors les choses sont d'autant plus complexes lorsqu'on se rend compte que non seulement le renforcement d'une division entre animal de compagnie et bétail pour le chien ne correspond pas à la culture et à l'histoire coréenne, mais elle n'est probablement pas non plus dans l'intérêt des chiens coréens. Car plus la consommation est normalisée, plus leur vie devient anonyme, et plus ils sont aisément conçus comme de la marchandise inanimée. Donc voilà pour le cadre juridique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de vous donner donc, juste vraiment un bref aperçu ethnographique des choses qui se passent en pratique. Alors, encore une fois, l'emphase est faite sur la condition animale ici. Donc, on va parler donc, de chiens en tant que commodité souffrante. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de quelque chose qui est représentatif des rapports et des interactions humains-non-humains en Corée du Sud. Donc, d'après ce que j'ai pu observer, les chiens adultes sont généralement servis en pochintang, c'est-à-dire en ragoût ou en soupe, mais ils peuvent aussi être bouillis et servis en tranches, donc en suyuk ou frits, donc toruchigi, ou encore être consommés sous d'autres formes telles que le hot pot, le chongol, donc la fondue chinoise en français. Une portion individuelle ne nécessite qu'entre 100 et 200 grammes de viande, donc un seul chien peut nourrir plusieurs individus au cours de plus d'un repas. À noter cependant qu'au contraire de ce qu'ont pu dire mes prédécesseurs qui ont travaillé sur la question au moyen d'études non ethnographiques, donc beaucoup plus courtes, utilisant des questionnaires pour quelques heures dans les marchés, donc malgré le fait que la viande de chien n'est pas consommée aussi souvent que les autres types de viande en Corée, elle est néanmoins consommée toute l'année. Alors, elle est en grande partie consommée en été, mais donc vraiment pas uniquement. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se rendre dans ces marchés et voir les chiens donc, consommés et transformés en marchandises toute l'année. Alors, à noter également que les chiots sont eux aussi consommés. Ils sont utilisés pour faire des soupes ou des ragoûts. Un chiot ne pouvant généralement constituer qu'une ou deux portions individuelles. Alors, sur les marchés, seuls les chiens les plus sains sont détenus vivants dans des cages, tandis que les autres sont tués, conservés au réfrigérateur, puis vendus aux clients à des prix inférieurs à ceux des animaux vivants, comme c'est d'ailleurs le cas pour d'autres espèces, comme les poulets, les canards, les crustacés, les poissons. Alors, en plus de ça, mes interlocuteurs ont parfois associé leur discours sur la consommation de viande de chien avec un discours sur l'adrénaline et l'endurance aux vertus dites idéales, telles qu'elles sont explorées dans le Tangi Pogam, donc un texte classique du XVIIe siècle, dans lequel la consommation de viande de chien est présentée comme étant particulièrement bonne pour la régularisation de la température corporelle, pour l'endurance sexuelle, donc également, donc généralement pour les hommes, mais pas exclusivement, et pour la digestion. Alors, ce texte fait référence à différentes parties du corps d'un chien pour guérir toutes sortes d'afflictions, y compris l'épilepsie, l'obstination chez les enfants, les accouchements difficiles, la colère, la dépression, une mauvaise digestion ou encore la fatigue. Alors, il est apparu également que certains consommateurs pensaient dans ce cadre-là que la viande de chien était particulièrement efficace pour maximiser l'endurance, surtout sexuelle, du consommateur. Et l'idée étant que que si les chiens mouraient de peur, le niveau d'adrénaline dans leur sang conférerait à leur viande des qualités énergétiques tout particulières, ensuite transmises au consommateur.
Donc, ceci explique pourquoi certains clients exigeaient parfois que leur viande soit attendrie, c'est-à-dire que les chiens soient pendus ou battus à mort, ou les deux l'un à la suite de l'autre. Donc, on peut conclure qu'effectivement, la souffrance animale et la souffrance des chiens est à la source même d'une partie du commerce des chiens en Corée. Les chiens sont donc valorisés comme des commodités souffrantes, et c'est justement parce qu'ils sont capables de souffrir et que leur souffrance est hors la loi que leur consommation continue d'attirer une clientèle certaine. Voilà, donc encore une fois, c'est véritablement ici un aperçu très, très bref de toute la situation. Si ça vous intéresse, on peut en parler dans un autre cadre pour apporter certaines nuances. Mais donc, voilà, c'était vraiment pour vous donner une fenêtre sur mes travaux. Donc, à la lumière de ces quelques informations, je pense qu'il convient premièrement de reconnaître que toute volonté d'intervenir dans ces débats doit être éclairée par une compréhension en profondeur du fait que ceux qui produisent et consomment de la viande de chien en Corée construisent leur identité autour de cette pratique. La consommation de viande de chien, comme on l'a vu, n'est pas seulement valorisée comme vecteur de qualité énergétique, mais aussi comme symbole de résistance nationale face aux impérialismes passés et actuels. Néanmoins, bien évidemment, il convient également de proposer des conclusions qui prennent en considération la perspective des chiens coréens, qui sont bien entendu directement concernés par la violence liée à ces constructions identitaires. Donc c'est véritablement en raison de la faille juridique dont j'ai parlé plus haut que les chiens souffrent aussi du fait que leur peur et leur colère lors de leur mise à mort font partie intégrante du produit recherché et consommé. Alors, donc, il s'agit donc de souligner ici qu'il y a trois formes de violence, pour utiliser le cadre analytique de Galtung en Peace Studies. Donc, une violence structurelle, et donc ils font partie de ce no man's land juridique qui permettent des formes de violence qui sont directes, c'est-à-dire donc effectivement les violences physiques dont on vient de parler, mais aussi des violences langagières. C'est-à-dire que beaucoup de chiens qui sont transformés en marchandises certaines personnes s'en réfèrent comme en tant que tonke, qui veut dire donc littéralement chien de merde, donc une appellation qui les désigne ou qui les caractérise faisant partie d'une forme de commodité sans doute la plus basse qu'on puisse imaginer. Et donc ces deux formes de violence, structurelle et directe, sont finalement légitimisées par une violence culturelle où donc ces chiens sont perçus culturellement comme effectivement des espèces inhérentes qui ont des trajectoires non linéaires sur ce continuum entre marchandisation et singularisation. Alors, que dire de tout ça? La régularisation de la viande de chien semble être une bonne idée de manière à minimiser donc, leur souffrance, ou en tout cas ces mises à mort cruelles et abusives ou controversées. Mais bien évidemment, la viande de chien pourrait apporter plus de tort que de bien aux chiens coréens. C'est-à-dire que comme on l'ont montré beaucoup d'ethnographes qui se sont penchés sur des questions des mises à mort et qui ont étudié qui ont fait leurs recherches au sein des abattoirs, comme bien sûr Noélie Vial ou Timothy Pachirat. Donc la régulation du commerce des animaux s'accompagne souvent d'un mécanisme d'invisibilité dans lequel les décès liés à la production de viande de chien et d'autres produits animaux sont tenus à l'écart des centres urbains, hors de la vue des consommateurs, souvent dans un intérêt de santé et d'hygiène publique. Alors, en effet, un certain nombre d'abattoirs de chiens qui ont commencé à s'établir en Corée sont construits de plus en plus loin des centres urbains, ce qui diminue ainsi la visibilité de leur mise à mort. Et donc, c'est un processus qui s'est accéléré, comme je l'ai dit, depuis le début de la pandémie actuelle. Alors, bien sûr, pour les chiens, ceci est particulièrement alarmant, puisqu'augmenter la distance physique et juridique entre le consommateur et le consommé pourrait rendre la marchandisation des chiens anonyme et normalisée, et de ce fait entraîner une demande accrue pour ce produit alimentaire. Alors, inversement, une approche abolitionniste qui consisterait en tout cas à lutter pour une interdiction totale du commerce de la viande de chien avant de s'occuper d'autres problématiques de marchandisation animale de plus grande ampleur, soulève aussi quelques questions. C'est-à-dire qu'il est vrai que dans le cas où un objectif est plus facilement atteignable à court terme, la possibilité tangible d'atteindre cet objectif pourrait en faire une priorité. En revanche, on pourrait mettre en avant l'argument que si l'abolition d'une pratique semble atteignable, c'est que l'espèce animale dont il s'agit bénéficie d'un certain privilège par rapport à d'autres espèces dont la mise à mort est normalisée.
Et si tel est le cas, alors on serait en droit de se demander pourquoi les ressources humaines et financières mobilisées pour l'abolition du commerce de cette espèce déjà privilégiée ne devraient pas aller à celle dont la mort est banalisée. Donc, en tout cas pour moi, il est assez difficile de trancher sur la question de la priorité morale entre marchandisation non réglementée et marchandisation de masse. Alors, en plus, et c'est quelque chose dont j'ai parlé vraiment très brièvement, mais j'en parle dans d'autres travaux, les chiens, contrairement à d'autres espèces plus communément commercialisées, ont toujours au moins une chance d'être singularisés, au moins temporairement. Donc, en ce sens, et c'est en ça que je voudrais conclure, il semble aussi important de souligner que l'itinérance des chiens par rapport au statut fixe d'autres espèces de bétail en Corée, comme ailleurs, est un privilège, alors un triste privilège, mais aussi un sort dont la visibilité pourrait permettre de sensibiliser certaines populations humaines issues de sociétés post-domestiques à la normalisation en vigueur de la marchandisation d'autres espèces dont la mise à mort est presque universellement perçue comme moins déplorable que celle du meilleur ami de l'homme. Alors en tout cas, effectivement, et c'est pour ça que je vais terminer, sensibiliser les esprits de cette manière-là, c'est-à-dire parler du chien en Corée pour parler des autres espèces dont on ne pleure plus la mort, est-ce que, en tout cas, moi j'essaie de faire dans mes recherches et dans mes enseignements. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention.